Après, j'aurais dit, les gars, monteur, je vaux plus que ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé une réunion avec eux. Je tremblais de ouf parce que j'aurais dit, en gros, je veux plus être monteur pour vous, je veux faire autre chose, quoi. Vraiment, je me suis fait dessus, quoi. Parce que tu sais que si jamais ils acceptent pas, tu dégages. À chaque fois, on a la sensation qu'il y a eu un événement incroyable qui a changé la donne, mais c'est jamais ça. C'est toujours des petites étapes qui font qu'à la fin, tu as un truc hyper stylé, tu vois, mais c'est que des petites étapes. Et donc, tu as toujours une petite pression de faut toujours donner le meilleur de toi-même parce que si jamais tu donnes pas le meilleur, t'as 15 personnes derrière qui veulent ton job. Elion, comment vas-tu? Je te serre la pince après 4 heures passées ensemble. Oui, exactement, parce que les gens savent pas, mais on vient de faire un podcast qui a duré 4 heures. Enchanté. Enchanté. Et qui es-tu? C'est ma première question. Elion, qui es-tu? Présente-toi. Oh, waouh. Rapidement. Je suis vidéaste pour McFly Carlito et aussi créateur sur le web, donc j'ai mes réseaux aussi, Instagram, TikTok, YouTube. Comment est-ce que tu as commencé la vidéo et est-ce que tu as suivi une formation? Alors, j'ai suivi une formation, mais c'est venu bien plus tard. C'est venu pour mes études supérieures. Parce que j'ai eu envie de faire de la vidéo quand j'étais en 5e. D'accord. Il me montre des merguez dans la vidéo. Sous la plaque. J'ai eu envie de faire de la vidéo quand j'étais en 5e, quand j'ai vu des potes faire une bande-annonce pour un projet de français ou d'art plastique. Et je trouvais ça trop stylé ce qu'ils avaient fait. Et je me suis dit, si des gens de mon âge peuvent faire de la vidéo originale, parce que moi, mes références, c'était Marvel, tu vois, genre... Et j'ai eu envie de faire un peu comme eux. Évidemment, j'ai débuté sur Windows Movie Maker. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Bienvenue au club. Ouais. Et donc, j'ai eu ça en 5e. Et j'ai commencé à faire quelques petits montages, etc., qui étaient très gênants. Et en 3e, j'ai fait des vacances avec mon oncle qui, lui, faisait un peu de photos. Et il m'a montré un peu les réglages d'un réflexe, etc. Et je me suis dit, c'est trop stylé de pouvoir contrôler l'image, de pouvoir... Tout ce côté technique, là, ouais. ça t'a plu? Ah, ça m'a plu direct. Mais au-delà de ça, au-delà du côté technique, c'est de pouvoir extérioriser une envie, une vision, tu vois, comment toi tu vois la vie, etc. De pouvoir concrétiser, de pouvoir montrer aux gens comment tu vois certaines choses. Et ça, j'ai grave kiffé. Et en fait, à ce moment-là, il faisait nuit, mais il venait m'expliquer les ISO, l'obturateur, l'ouverture, etc. Oui. Il y avait une pleine lune dehors et j'avais grave envie de faire une photo de la pleine lune. J'ai jamais fait de photo à ce moment-là, tu vois. Et donc, je me mets sur le petit balcon à la montagne, je baisse la vitesse d'obturation. Pas trop, parce que sinon, c'est tout flou. Mais pour avoir le maximum de lumière, j'ouvre un petit peu le diaph, je monte la sensibilité, mais pas trop pour pas avoir trop de bruit non plus, parce qu'il m'avait un peu expliqué ça. Et donc, je prends la photo, je suis, putain, c'est stylé. Je vais lui montrer. Et là, vraiment, il me regarde en mode, mais attends, c'est toi qui viens de faire ça, là? C'est toi qui as fait ça. Ouais. Et il me regarde en mode vraiment, mais genre, choqué, quoi. Ouais. Et il me fait, mais mec, tu sais que c'est hyper dur ce que tu viens de faire, de prendre la pleine lune. Il me demande comment j'ai fait. Et je me suis dit, j'ai besoin de baisser la vitesse d'obturation pour avoir de la lumière. Mais en revanche, si je reste à la main levée, ça va être flou, etc. Ça va être flou, ouais. Et du coup, j'ai mis mes coudes sur le rebord de... T'étais déjà plein de ressources. Hein. Mais en fait, ça me semblait logique, tu vois. Je me suis dit, je vais me caler pour pas trembler, quoi. Et il me fait, mais mec, c'est con, mais c'est habile, tu vois, c'est ingénieux. Et en fait, le fait peut-être qu'il m'a complimenté et que j'aime bien te complimenter et que ça a été une source de motivation pour la suite. Mais en tout cas, c'est la première fois que je me suis dit, tiens, je suis bon dans un truc. Où on me dit que je suis bon dans un truc et je me dis, tiens, c'est peut-être ma voie, tu vois. Et en fait, je me suis pris de passion pour le côté technique, etc. Et le seul truc, mais moi, c'est aussi un peu particulier, c'est que j'ai toujours voulu être acteur. Et sauf que j'avais personne de mon entourage qui faisait de la vidéo. Donc, le seul moyen de me voir acteur, c'était de faire mes propres films. Et donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup expérimenté le côté technique pour faire mes propres vidéos de moi en tant qu'acteur. Et en fait, ça a développé une nouvelle passion qui était le côté technique et la réal. La réal est devenue une passion parce qu'il fallait que j'apprenne à me filmer pour être acteur. Et en fait, maintenant, c'est deux passions indissociables. C'est vraiment, si tu m'enlèves le côté acting, je fais une dépression. Si tu m'enlèves le côté réel, je fais une dépression. Ouais, t'as besoin des deux. Ouais. Les deux coexistent. Ouais. Mais je ressens ce que tu veux dire quand tu comprends qu'avec une caméra, tu peux faire beaucoup plus de choses que l'œil humain. Ouais. Avec toutes les focales, tous les objectifs que tu peux utiliser, tout ça, c'est un champ des possibles. Les couleurs, tu vois la vie. C'est fantastique ce que tu peux faire. Ouais. Non, mais complètement. Et donc, le fait de pouvoir extérioriser cette manière de voir la vie, voilà, je trouve ça fabuleux, tu vois, de pouvoir donner des émotions. Voilà, c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est vrai, tu vois, à chaque fois, il y a des réactions quand tu montres des images, des plans, que ce soit photo ou vidéo. Il y a toujours une réaction de la part des gens qui regardent des images. Et du coup, ce truc-là, je voulais aussi transmettre une sensibilité de manière très concrète. Mais entre ce moment-là où tu as pris la caméra de ton oncle, tu as pris la photo, et le moment où tu as commencé à bosser pour McFly et Carlito, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé beaucoup de temps. J'ai commencé vraiment à bosser avec eux en 2021. D'accord. Donc ça fait 3 ans maintenant. Pas négligeable. Sachant que je les avais rencontrés en 2018 quand j'ai fait Fanta XU. Mais c'est pas Fanta XU qui m'a ouvert la porte pour bosser avec McFly et Carlito. Je sais pas si tu te souviens, c'est le concours avec Fanta, avec Webedia. Oui, moi je me souviens complètement d'un concours que tu as gagné d'ailleurs. Oui, au passage. En fait là-bas j'ai rencontré Ludoc,
Ludoc, que tu vas connaître, réal pour Studio Bagel, Godel Moustache, enfin vraiment le réal de YouTube depuis des années. J'ai beaucoup sympathisé avec lui, et lui, 3 ans plus tard, me dit « Je cherche un réal pour faire le making-of d'un clip de Mafia et Carlito. Est-ce que t'es chaud ?» Lui est réalisé, et comme tu avais gardé bon contact avec Exactement, lui... il m'a mis sur la prestat du making-of. Donc j'ai réalisé le making-of du clip Je Scroll, clip dans lequel j'ai fait ma première fois avec une meuf devant 3-4 millions de personnes, ça me fait mourir de rire. Voilà, un plan de ça, tout de suite. Avant de partir sur la relation avec McFly et Carlito, je pense que c'est important de te poser la question, quels sont les moments clés, les moments un peu charnières qu'il y a eu dans ta carrière de vidéaste et créateur de contenu? Vraiment les moments où tu sais, t'as passé une étape, parce qu'au début tu commences, t'as pas vraiment une bonne connaissance de la caméra, tout ça, puis t'as pas d'opportunité, parce que t'es personne. Mais au fur et à mesure du temps, t'apprends, t'as des opportunités, tu les saisis, t'avances. Si tu devais vraiment donner ces étapes-là... Moi, j'ai toujours su que je voulais faire de l'acting, de la vidéo, du visuel. Mes parents voulaient que j'ai un diplôme. Moi, j'étais en mode, mais ça sert à rien dans le milieu, on s'en bat les steaks, tu vois, c'est que du réseautage. Le fait d'être dedans maintenant, je me rends compte que c'est vraiment du réseautage, hein. C'est vraiment du réseau, quoi. C'est carnet d'adresse. Ouais, c'est carnet d'adresse. Mais carnet d'adresse avec des gens qui bossent bien. C'est pas que du réseau de potes, c'est des potes qui bossent bien. Si t'es un clampin, tu vas être pas de supprimé de tous les carnets d'adresse de tout le monde. Même si t'es appelé, tu vas vite repartir. Donc bref, mes parents voulaient que j'ai un diplôme, et donc j'ai fait une école de cinéma. Et en fait, peu importe l'école de cinéma, de toute manière, on apprend des normes, et les normes, c'est des normes, comme son nom l'indique, donc en fait, peu importe l'école que tu fais, t'apprends partout pareil. Donc j'ai fait une licence, et c'était long, j'en avais marre, c'était chiant, c'était pas le genre de truc que je voulais faire. C'était du très théorique, et même la pratique était chiante, c'était des projets qui étaient chiants. Bref, j'ai détesté l'école. Je te pose la question quand même si tu l'as dit avant de le dire, tu recommandes pas de faire une école d'audiovisuel? Alors attention, il y a une nuance là-dedans. C'est que j'ai compris après que le réseautage se faisait dès l'école. Au début, on se dit, mais faites des stages, des machins pour rentrer dans le milieu pro. Donc j'ai fait des stages en société de production, dans le cinéma, etc. Et c'était chouette, hein, j'ai appris des trucs. Mais en vrai, les gens, ils te rappellent pas après, t'étais stagiaire, tu vois. Par contre, les gens avec qui t'étais dans l'école, avec qui tu fais des projets, eh bien, chacun va faire des projets à droite à gauche, va appeler ses propres potes pour être assistant de ou machin. Et en fait, on se fait monter progressivement ensemble. Et le vrai réseau, c'est celui-là. C'est le réseau des potes de promo. Et moi, j'avais gardé contact avec personne. Enfin, très peu de monde en tout cas. Donc ça m'a pas du tout aidé ce truc-là. Et j'ai monté ma boîte en tant que micro-entrepreneur après le diplôme, donc 2017. Directement après, parce que je voulais être indépendant. Ça m'intéressait pas d'être chef-op de machin, d'être intermittent. Ça me faisait peur l'intermittence. Et c'est hilarant parce que d'ailleurs maintenant je suis intermittent. Mais ça me faisait peur, je comprenais pas. Et donc j'ai monté ma boîte. Je voulais vendre moi des prestations qui étaient assumées un peu genre auteur, avec un œil cinéma. Je suis passionné de l'image, j'adore l'image. Réfléchir à l'intention dans l'image, etc. J'adorais ça. Et je me suis rendu compte de la réalité de la chose. Les clients, dans la vie de tous les jours, quand t'es micro-entrepreneur et que tu viens de sortir d'école, donc à 21 ans, en fait ils s'en branlent. Ils veulent juste une presta pas chère, que ce soit beau ou moche. Tant que ça fait le taf, ils s'en foutent. Et donc ton prix, il est au rabais, parce que t'as pas de réseau. Est-ce que tu veux donner un peu de manière originale, patte artistique et tout? Les clients, ils s'en battent les steaks, ils cherchent un truc qui marche. Et donc j'ai commencé à faire des prestats pour des salons de coiffure. J'étais en mode, je ne peux plus faire ça. J'ai pas fait d'école de cinéma pour faire des spots de salons de coiffure random. Et le problème, c'est que les gens qui ont du budget pour faire de l'original, ou pour assumer, qui ont l'audace de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ils ont déjà des gens... Ils ont déjà des agences de communication, ils ont déjà des productions. En fait, ils ont tellement d'argent qu'ils prennent des prods. Et en tant que micro-entrepreneur, t'es dans un entre-deux chiant. Tu t'adresses à de la clientèle qui a pas de thunes. Et en plus de ça, moins il y a de thunes, plus les clients sont chiants. Et donc les étapes. Donc il y a eu donc après l'école, micro-entreprise. Donc 3-4 mois après ma micro-entreprise, il y a eu FantaXU. Et c'est là où j'ai découvert YouTube, parce que moi je consomme pas YouTube à la base. T'es pas du tout un gars de YouTube. Pas du tout un gars de YouTube, j'ai aucune ref, même maintenant. Ici à la prod, ils se foutent de ma gueule parce que j'ai aucune ref de rien. Et je suis pas du tout manga, je suis pas du tout jeux vidéo, je suis rien du cliché de youtubeur, je suis rien, je suis l'opposé. Et bref, je découvre YouTube, des gens qui commencent à faire des vlogs, etc. dans le château où j'étais avec FantaXU. Et en fait, je me suis retrouvé avec 20 créatifs qui adorent, pas le web forcément, mais qui adorent... communiquer, extérioriser ce qu'ils ont au fond d'eux, leur passion. La passion et tout. Et la passion était commune, c'était la vidéo, tu vois. Et j'ai vécu un moment extraordinaire. Je me suis dit, putain, je rencontre des gens qui ont la même vibe que moi. Du coup, ça a déclenché un truc en moi de, putain, YouTube, ça peut être fou en vrai. Et donc, j'ai voulu devenir youtubeur après. À partir de ce moment-là, donc là, FantaXU, t'as envisagé pour la première fois de faire ce que tu veux et d'être payé pour ça. Ouais. Donc là, ça t'a ouvert un champ possible. C'est génial.
Et j'avais un collectif où on faisait des courts-métrages de fiction, etc., qui s'appelait Le Takoum. Et pour nous, c'était un tapis rouge. Il faut imaginer que j'ai gagné Fanta X You. On est passé au Frame Festival, qui est un festival de créateurs sur le web qui se passe à Avignon tous les ans. Où pareil, on a gagné le prix du CNC Talent. Donc le CNC, c'est quand même pas rien, tu vois, quand t'es dans la fiction. Article dans Télérama, machin. Cyprien qui nous partage sur Twitter. Enfin, c'était tapis rouge pour nous, quoi. Mais sauf que t'arrives dans un truc où il y a un entre-deux. C'est que YouTube, t'es libre de faire ce que tu veux, certes. Mais si tu veux en vivre, il faut que t'aies une communauté. Soit tu gagnes de l'argent par les vues, soit tu gagnes de l'argent par les sponsors, soit tu gagnes... Enfin, il te faut une communauté pour vivre. Et donc tu rentres dans un compromis de... Il faut que je fasse du contenu qui attire les gens. Et en même temps que je me réalise là-dedans parce que sinon ça devient horrible. C'est une forme d'équilibre un peu. Exactement. Et cet équilibre-là, il a été dur à trouver et mes potes dans le Takoum n'ont pas voulu le faire. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas sensibles à ce truc-là. Et donc, ils ont quitté le Takoum et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et là, ça a été un gros gap. À partir de là, voilà. Où là, justement, j'étais en mode, ok, il faut que je me réalise tout seul sur les réseaux. Donc, tout ce truc-là où, pour moi, tout était une évidence, tu vois, pour l'instant, avec le collectif. Là, il fallait que je revienne aux bases de qu'est-ce que je veux faire sur YouTube, qu'est-ce que je veux montrer d'original, qui je suis, tu remets ta vie en question. Et spoil alert, tu es qui tu veux. Non mais on est qui on veut, tu vois, oui, au fond. Non mais complètement. En particulier sur les réseaux. Oui, en plus. Et donc bref, j'étais solo sur les réseaux, et là, j'ai été confronté à un autre problème, c'est que je suis technicien, j'adore ça. J'ai beaucoup hésité à faire du contenu, tout ce qui était couleur, montage, etc. Et en fait, j'étais en mode, mais je me sens pas, au fond de moi, c'est pas pour moi. J'étais pour moi pas assez compétent pour ça. Un peu syndrome de l'imposteur finalement. Carrément. Je me suis dit, je suis personne, j'ai jamais bossé avec des équipes complètes, j'ai toujours été indépendant. Donc comment je pourrais apprendre aux gens comment utiliser une caméra, sachant que moi-même j'ai même pas l'impression de savoir comment faire, alors que je sais très bien faire. Mais... Oui, tu sais très bien faire. Mais je pense que c'est important de aussi se dire que tu peux apporter quelque chose à quelqu'un qui est une étape avant toi. Steven Spielberg par exemple, tu vas discuter avec lui, il va te dire des trucs, tu vas rien comprendre. Alors qu'il va discuter, je sais pas, avec James Cameron, admettons quand il avait, je sais pas, 32 ans, tu vois, il va lui apprendre des trucs. Tandis que nous, on a forcément des trucs à apprendre à des gars qui ont commencé depuis un certain temps, mais qui, voilà, pour une raison X ou Y, ont un peu des problèmes de détails techniques, tu vois. Là, il y a un créneau. Non, carrément, c'est très vrai. Donc maintenant, je vais faire du contenu technique grâce à toi. Non, mais après, tu fais le contenu qui te ressemble aussi, tu fais ce que tu as envie de faire. Il a fallu que je me trouve et tout, et ça a bien pris... Vraiment, ça a pris 2-3 ans. Mais par contre, j'ai pas attendu 2-3 ans pour diffuser du contenu. C'est que je me suis dit, je brainstorm à fond, je crée une DA de base, mais rien n'empêche de l'affiner au fur et à mesure, de préciser un peu le contenu que je veux faire. Parce que je voulais pas attendre à rien faire. Parce qu'il y a toujours ce truc-là, tu vois, où en mode... Quand je serai prêt, je vais commencer. Ça, je pense que c'est un point très très important. C'est que toi, tu t'es dit, là, j'ai tout un cheminement où je vais apprendre un peu plus à me connaître et, in fine, j'arriverai peut-être à trouver le format, le truc qui me ressemble le plus. Mais pendant toute cette période-là, je vais quand même créer du contenu au fil de l'eau pour pouvoir, d'une part, documenter ça et d'autre part, que peut-être connecter avec des gens qui se retrouvent dans tout ce que tu as à dire, quoi. Et puis après, il y a un truc, c'est que c'est aussi un héritage dans le futur. Moi, j'aime bien ce truc-là de capsule temporelle. Je me dis, je diffuse, c'est pas parfait, mais dans 5 ans, quand je remettrai ce truc-là, je me dirais, putain, c'est vrai que je ressemblais à ça, j'étais comme ça, mon comportement, mes valeurs, mes machins. Et en fait, j'aime bien ce côté capsule temporelle. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, pour tous ceux qui sont là en mode, je me lancerai quand j'aurai acheté ma caméra, mon objectif, mon filtre ND, mon machin, mon ceci, mon cela, vous lancez, vous prenez votre téléphone là et vous faites une vidéo maintenant. Non, mais c'est clair. Maintenant, vous commencez. Mais tu sais que ça peut très bien être déjà un format. Tu documentes ta vie jusqu'à devenir youtubeur ou vidéaste ou peu importe, tu vois. Et en fait, tu peux déjà faire du contenu avec rien, tu vois. Ouais, c'est vlog 1, 2 points, je m'y mets. Ouais. Voilà. Et puis en fait, c'est une question d'intention. Si ton projet n'a pas d'intention, ok. Là, tu as l'intention de dire je veux devenir vidéaste, créateur sur le web. Eh bien, tu peux filmer au début avec ton téléphone, puis après le téléphone devient une autre caméra, puis la caméra devient un truc plus stylé, puis après tu rajoutes ta lumière. Et en fait, au fur et à mesure, ton contenu il devient de plus en plus quali. Et tu vois l'évolution en plus. Et tu crées un truc, une interaction avec les gens peuvent te conseiller en parallèle pour du matos. Ça sert à rien d'attendre. Je suis clairement d'accord avec toi. Je pense qu'on va essayer d'expédier un peu plus rapidement les questions. Et en fait, non mais pour aller très vite. Vas-y, et puis finis sur les points clés. Et après, du coup, ma chaîne, il y a ce truc-là où je pouvais pas me filmer tout seul, faire des projets, parce que c'est quand même un frein, tu vois. Des fois, tu veux partir en tournage, mais comment tu fais pour te filmer tout seul quand c'est toi qui tournes pour quelqu'un? Tu vois, quand je bossais avec ma fille Carlito au début, les gens me disaient, mais pourquoi tu montes pas les coulisses? Je dis, mais comment voulez-vous que je me filme, sachant que je suis déjà en train de filmer une presta, tu vois, c'est hyper compliqué. Puis tu peux pas te poser la caméra, et t'es dans une presta, tout va trop vite, etc. C'est compliqué quand t'es technicien de faire du contenu technique.
Parce que t'as pas le temps, t'es dans l'effervescence, enfin c'est compliqué. Et donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de stagiaires quand j'ai commencé. J'ai toujours été accompagné à droite à gauche par des gens qui avaient pas forcément de compétences, mais en fait peu importe parce que j'étais là pour leur apprendre comment faire. En plus je leur apprends avec mes bases à moi, donc c'était plus naturel et plus sympa. Tu peux un peu les former quoi. Oui, exactement. Tu les formates un peu comme t'as envie. Complètement. Et il y en a un que j'ai tellement formaté que ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble et il est sur la POSDEM avec moi, c'est Étienne. Donc voilà, je me suis accompagné très tôt parce que j'ai vu que tout seul je pouvais pas être partout quoi. J'ai été accompagné sur mes réseaux pour ne plus être tout seul, au moins avoir un regard extérieur et me filmer, etc. Et après, c'est de la discipline. Hein. Après, qui a changé la donne pour moi, c'est vraiment de faire des réunions hebdomadaires. C'est de faire un point toutes les semaines sur quelles sont les avancées des projets en cours, quels sont les projets qui vont arriver, quels sont les projets qu'on pourrait améliorer par rapport à ce qui est déjà sorti. On se forçait à faire une réunion toutes les semaines. Et en fait, on n'a jamais été autant productif qu'à ce moment-là. Pas forcément en diffusion de vidéos, mais en termes de créativité, de projets qui ont vu le jour après derrière, parce que ça prend du temps, tu vois, à se mettre en place. Mais en tout cas, tout ce qui s'est mis en place dans l'ombre, ça a été un tremplin de ouf dans l'ombre, tu vois. Mais cette discipline de toutes les semaines, je travaille un tout petit peu, et un petit peu plus, un petit peu, fait que tu concrétises des trucs de ouf derrière, quoi. Alors du coup, tu nous as déjà expliqué comment tu as eu l'opportunité de bosser une première fois pour McFly et Carlito. Si tu devais résumer un peu ce qui t'a permis d'avoir cette opportunité-là, de rentrer un peu dans ce cercle fermé, déjà via Ludoc et ensuite sur le tournage avec McFly et Carlito, c'est quoi le truc le plus important? À chaque fois, on a la sensation qu'il y a eu un événement incroyable qui a changé la donne, mais c'est jamais ça. C'est toujours des petites étapes qui font qu'à la fin, tu as un truc hyper stylé, tu vois, mais c'est que des petites étapes. Pour anecdote, ça me fait vraiment rire, mais quand j'étais à Fantax You, c'est Ludoc qui est venu vers moi, qui m'a dit « Hey mec, comment t'as fait ce plan-là dans ta vidéo? Il est trop stylé, je vais faire la même chose. » Et je me suis dit « Putain, c'est Ludoc qui me demande ça à moi. » Et tu vois, non, c'est l'inverse, tu vois. Et donc, c'est trop stylé, tu vois, on parlait technique en tant que deux réels passionnés, tu vois. Donc, lui m'a fait bosser sur des trucs, avec Studio Bagel, Canal+. J'ai bossé en tant que vidéaste pour Natou aussi. Oui, donc j'ai bossé sur le docu de Squeezie, c'est moi qui filmais Squeezie, plusieurs séquences. Attends, je te dis complètement tout à l'envers. C'est que Ludoc m'a fait bosser avec les gars. Ludoc, c'est la première étape. Mais les gars, c'est pas eux qui sont en contact direct avec moi. C'est une boîte de prod qui fait l'intermédiaire, qui me paye, tu vois, sur les projets. Donc, j'ai bossé un peu pour Webedia. Et il y avait aussi Unfold, qui est la boîte de prod de Squeezie. Et donc en fait, dès que ton nom rentre dans une boîte de prod en tant que vidéaste, et ben tu rentres dans le carnet d'adresse. Et donc souvent, la boîte de prod m'appelait en mode t'es dispo dans 2 jours pour filmer machin. Et moi j'étais à Nantes, j'étais pas du tout à Paris. Enfin j'étais d'ailleurs même pas à Nantes, j'étais à 1 heure de Nantes. Et j'étais en mode oui. Bien et en sûr, fait, là c'est le moment où il faut dire oui. Mais bien sûr, tu peux pas dire non. Sachant que tous les billets de train, c'est moi qui les payais. Hein. Donc j'avais mon abonnement TG Max. Sans TG Max, je serais pas là aujourd'hui avec les gars. J'étais constamment dans le train, je dormais plus dans le train que dans mon lit, mais je disais oui à tout, parce qu'il fallait que je sois présent tout le temps, quoi. Tu vois, au final, on peut se dire aujourd'hui, vu ta situation, qu'à un moment donné, tu as eu de la chance, mais cette chance, tu l'as un peu provoquée au fait. J'ai pas eu tant de chance que ça. Non, je pense que c'est une chance d'être dans ta position aujourd'hui, c'est bien, ouais. Tu vas pas te plaindre, mais tout ça, c'est dû au travail que tu as produit, et des fois, c'est juste une petite étincelle à un moment donné, tu as été au bon endroit, au bon moment, mais tout ça, c'est le fruit de tout le travail que tu as accumulé tout au long de ta vie, quoi. Et je trouve que le meilleur exemple, c'est justement avec McFly et Carlito, c'est qu'à la fin du clip de Je Scroll où j'ai fait le making-of, je me suis dit, ok, là j'ai fait le making-of, donc j'ai filmé les coulisses d'un projet avec les gars, et je savais qu'ils partaient en tournée pour leur album 2-3 mois après. Et je me suis dit, bon, là j'ai leur contact perso sur WhatsApp, vu qu'ils faisaient les retours de ma vidéo pour le making-of, et donc j'ai proposé mes services pour filmer les coulisses de la tournée, pour être dans la continuité des coulisses, making-of, etc. Alors, ça, c'est un truc que j'ai provoqué, tu vois. C'est moi qui ai proposé, parce que sinon, ils n'allaient pas me rappeler, tu vois. Même s'ils ont kiffé la presta, ils n'allaient pas forcément me rappeler. Et c'est là où le signe de destin, ou ce que tu veux, je sais pas, leur vidéaste de base qui s'appelait Florent Sabatier, qui est un très beau pote et qui est très cool, lui, il attendait un enfant pour le début de la tournée. Donc il pouvait pas être là sur toutes les dates, et donc il cherchait justement un cadreur pour filmer les coulisses de la tournée. Et je me suis dit, mais putain, c'est génial. Ils recherchent quelqu'un, et moi je viens de finir un truc de coulisses avec eux, et je propose, et voilà. Donc ils m'ont testé, genre... Ça c'était une de mes questions. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait passer comme test, tu vois? C'est pas... Tu te sens testé, mais tu passes pas des tests à proprement parler, tu vois. Mais ils m'ont invité... Mais tu sens qu'ils regardent avec attention ce que tu es en train de faire. Mais c'est pas que technique, hein. Non, c'est aussi ta personnalité pour voir si tu... bien sûr. Ouais. T'inclus bien dans un groupe, tout ça, ouais. Et carrément. Et donc, ils m'ont invité en studio de répétition pour les filmer sur des répétitions. Donc, ils m'ont testé pendant... Mais même sur la tournée. J'ai l'impression de passer un an de test, tu vois. J'ai dû faire 3 mois avec eux en répétition avant qu'ils disent « Ok, tu viens sur la tournée ».
Et là, c'était génial, parce que du coup, j'étais en tourbus avec eux, donc du coup, tu crées des liens forcément plus forts parce que tu vis l'un sur l'autre littéralement. Et par contre, ils ont fait leur pause quelques mois après la fin de la tournée. Et donc, moi qui avais trouvé un taf avec eux, Ouais, je me suis retrouvé micro-entrepreneur. Sans rien. Sans rien. Ouais. Et là, j'étais en mode, mais j'ai perdu mon réseau que je m'étais fait en tant qu'indépendant. Je suis sans rien. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Là, je suis dans la merde. Là, je suis dans une belle merde. Ok. Est-ce que tu penses que ça a été le moment le plus difficile de... Parce que ça monte et d'un coup, plus rien. Ah, et d'un coup, plus rien. Et en plus, plus rien, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas reprendre. Hein. Ni même si ça va reprendre vraiment, tu vois. Et puis si ça reprend, qu'il y a tellement une grande coupure avec ce que tu faisais avant, est-ce que il y aurait une place pour toi dans cette nouvelle vie? Je sais pas, donc j'étais là en mode, bon bah, j'attends. Donc ils ont fait pause janvier jusqu'à juillet. Juillet, il me rappelle, c'est Camille, leur agent, qui me rappelle en mode, on cherche un monteur pour la chaîne principale. Est-ce que t'es chaud? Donc j'ai été testé en tant que monteur. Et en fait, progressivement, mon job a changé. Je suis devenu un peu couteau suisse. Après, j'ai géré tous les formats verticaux. Après, là, je gère tous les rushs. Ça passe par moi. C'est moi qui les mets dans des serveurs qui redistribuent aux différents monteurs. Enfin, je suis plus du tout monteur pour eux. Parce qu'au final, c'est quand même relativement, je pense, une petite équipe. Donc, tu te retrouves un peu à toucher à tout, finalement. Ah oui. Là, en fait, c'est compliqué de te dire ce que je fais exactement pour eux. Ouais. Parce que j'en sais rien. Et même eux non plus savent pas. Et il y avait une meuf il y a pas longtemps qui est venue au studio et ils présentaient toute l'équipe un par un. Et après ils ont fait, ah bah, Elion est là et lui, bah il est là quoi. Et en fait il y a tellement tout. Je suis dans les murs, en plus je vis ici presque littéralement, donc je suis là, mais je suis le gars sûr sur lequel on peut compter pour dépanner, pour filmer, pour prendre des photos, pour faire du montage s'il y a besoin. Tu fais un peu tout quoi. Je fais tout, mais c'est ce côté-là indépendant. Tu t'y retrouves vachement là-dedans, je pense. Ah mais à fond, mais en fait c'est là où c'est génial, c'est que tu vois, j'ai jamais voulu faire un job précis, directeur photo, un truc très précis, très de niche. J'ai jamais voulu faire directeur photo. J'adore la lumière, mais faire ça, chiant. Sauf que le problème, c'est que quand tu touches à tout, t'es expert dans rien. Et quand t'es expert dans rien, c'est compliqué de faire ton trou et d'avoir ton réseau, etc. Parce que t'as plein de gens qui sont meilleurs que toi. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que le fait d'être indépendant m'a forcé à être bon en montage, en réal, en planning, en découpage technique, en plan de travail, en feuille de service, Ouais, tout ça, c'est des heures et des heures où toi, tu t'es formé, quoi. Oui, c'est carrément ça. Et maintenant, en fait, ça m'aide de ouf parce que du coup, je suis touche à tout. Je suis pas forcément expert, hein, mais en tout cas assez pour pouvoir comprendre tout le monde et puis ils kiffent les gars. D'avoir quelqu'un au studio qui puisse dépanner pour quoi que ce soit. Puis t'es un peu là aussi pour ton cerveau créatif, j'imagine. Et bien sûr. Donc là, il repose un peu sur ta créativité, quoi. Bah il y a ça, maintenant je suis devenu auteur pour eux pour créer des formats verticaux et plus si affinité, mais en tout cas je suis auteur aussi pour eux maintenant. Donc vraiment j'ai pas qu'une casquette, je suis pas que vidéaste. Ce serait très réducteur de dire vidéaste. Au début j'étais monteur. Après j'aurais dit les gars, monteur, je vaux plus que ça. C'est que je montais pendant un moment les extraits des TikTok et j'étais en mode putain mais mec ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, j'ai fait des docus, des reportages, des films, des machins, je viens de la fiction, tout ça pour finir monteur de TikTok. C'est frustrant pour toi. Mais c'est juste qu'ils m'utilisaient pas assez. C'est que j'avais plein de choses à leur donner et ils m'utilisaient pas à pleine compétence. Alors, évidemment le job était chiant mais c'est même pas pour ça, c'est même pas ça le problème. Le problème c'est que je suis dans le bureau et je suis embauché pour un truc où je peux faire beaucoup plus, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé une réunion avec eux. Je tremblais de ouf parce que j'aurais dit en gros, je veux plus être monteur pour vous, je veux faire autre chose, quoi. En gros, je réduis beaucoup, mais en gros. Je me souviens quand tu m'en as parlé. Mais donc tu vois, j'ai encore une fois dû provoquer le destin. C'est moi qui suis allé en confrontation avec eux pour dire on peut pas continuer comme ça, c'est pas rentable pour vous. Pour moi, je vais faire une dépression dans 2 semaines. Et donc je suis allé les voir, même si vraiment je me suis fait dessus, quoi. Parce que tu sais que si jamais ils acceptent pas, tu dégages. Ouais. Et même dans la vie de tous les jours, bon maintenant c'est un peu mieux, mais je fais un job, plein de gens rêveraient de faire mon job. Plein de gens rêveraient de bosser tous les jours avec ma Carlito dans le studio, tu vois. Des fois, je fais à manger dans la cuisine du studio et je suis en mode tout seul en train de regarder la Starac, je suis en mode c'est fou quoi. Je vis un truc de fou, je suis dans le studio d'un duo de youtubeurs qui est le plus populaire sur YouTube, tu vois. Personne vit ça. Et je sais que si je merde, je dégage. Ouais. Et donc, tu as toujours une petite pression faut toujours donner le meilleur de toi-même parce que si jamais tu donnes pas le meilleur, tu as 15 personnes derrière qui veulent ton job. Mais alors, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses, toi, que c'est nécessaire ou que c'est une bonne expérience de travailler pour des youtubeurs qui sont établis sur la plateforme? Bah, c'est génial. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours cette vie un peu d'indépendant parce que je continue mes projets perso, tu vois, j'ai toujours mes réseaux, etc. Alors, je fais plus de prestataire.
Maintenant, je dis non à des prestats. Donc maintenant, je fais que des projets solo pour me faire plaisir et le boulot avec eux. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, je garde quand même cette casquette d'indépendant parce que je suis polyvalent, touche à tout, etc. Et en même temps, je suis dans le même domaine du web et de YouTube. Donc, c'est pas comme si je faisais un job alimentaire en parallèle, genre caissier, qui n'a rien à voir avec mon domaine d'activité principale, mais qui me rapporte de l'argent. Là, au moins, je fais un job qui me rapporte de l'argent, qui est dans le même domaine, et en plus, j'ai du temps pour faire mes projets perso. Ouais. Donc, moi, c'est le paradis là, parce que j'ai pas l'impression de travailler quand je suis ici. J'ai l'impression de faire un stage pour apprendre à devenir le métier que je veux faire. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, je pense que je vais reformuler la question. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de passer par ce que toi, tu es en train de faire, ou est-ce que c'est juste une bonne expérience si toi-même, tu es un peu personne, que tu n'as pas de carnet d'adresse, par exemple, et que tu as envie de devenir un créateur sur la plateforme? Je suis mitigé sur la question. Nécessaire, non. Parce que de toute façon, il y a plein de gens connus maintenant qui n'ont pas été stagiaires de créateurs populaires, tu vois. Après, c'est parti du réseau. Quand tu as un bon réseau, évidemment, des fois, tu peux être invité sur des vidéos, des machins, les gens entendent parler de toi. C'est que de la publicité un peu plus pour toi. Évidemment, ça apporte des trucs. Mais si, de base, t'es pas un créateur avec un contenu qui te ressemble, qui est percutant, qui est régulier, qui est authentique, si de base, t'as pas ces qualités-là, t'auras beau avoir la meilleure promo que tu veux, tu perceras pas. Alors je dis ça, mais moi c'est l'effet inverse, tu vois, c'est que je continue à faire des projets et tout, mais personne me suit de ouf, tu vois, genre les abonnés que je les gagne par mes vidéos perso, je les gagne pas parce que je bosse pour Mafia Carlito. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je le crie pas sur tous les toits non plus, parce que même si je m'éclate moi perso, que j'apprends plein de trucs avec eux, j'ai pas non plus envie d'être catégorisé le vidéaste parce que je suis un créateur qui fait des choses authentiques, originales pour moi, mais je veux exister par moi-même. Et donc, j'ai pas envie que les gens me suivent pour voir du contenu de Mafia Carlito. Je veux qu'ils me suivent parce qu'ils aiment le contenu que je propose. Et donc, mettre en avant le fait que je suis vidéaste pour eux, en fait, je vais induire en erreur les gens, et ils vont me suivre pour une mauvaise raison. Enfin, je suis pas sûr que ce soit très sain, à long terme, de mettre ça en avant, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire. Mais pour tes projets à toi personnels, est-ce que tu penses que le fait de travailler pour eux, ça peut aider à les concrétiser? Ah bah, de toute façon, je le vois très bien avec le podcast. Là, même la vidéo qu'on fait ici, là, on est dans le studio des gars. On est dans la loge de Mafia Carlito. C'est aussi la chance que j'ai, c'est que le fait de bosser avec eux, ils m'autorisent à tourner des projets dans ces studios où je profite du matériel, du studio. Après, je fais ça sur mes heures. Là, tous les week-ends, je les passe au studio. Toutes mes nuits, je les passe au studio. Je vis au studio. Mais pas pour me prélasser. Je passe ma vie dans le studio parce que tout le temps où je bosse pas pour eux, je crée des choses artistiques, créatives pour mes réseaux, etc. Sans eux, j'aurais pas le studio. Sans eux, j'aurais pas tout ça. Et évidemment, c'est hyper positif. Du coup, Elion, pour conclure, dernière question. Si tu devais donner un conseil à un petit créateur / vidéaste qui se lance aujourd'hui ou qui vient de se lancer, j'ai toujours rêvé qu'on me pose cette question. Tu lui dirais quoi? J'allais dire un truc cool. C'est mon moment là, c'est mon moment. J'ai tellement rêvé de cette question. Your time to shine. Tant d'années. Ose. En fait, c'est un mot. C'est pas compliqué. Il faut le faire. Mais je peux m'adresser à la cam directement en fait. Si tu as envie de le faire, fais-le. Il n'y a pas besoin d'avoir du matos. Il n'y a pas besoin d'avoir des contacts. Il n'y a pas besoin. En fait, un truc, c'est que si tu fais, les gens vont voir que tu fais. Et donc, tu vas forcément attirer des gens qui sont dans le même délire ou qui ont la même vibe ou qui se retrouvent dans ce que tu fais et tout. Donc, ton réseau, tu vas le créer au fur et à mesure. Le matos, c'est matériel, tu peux te l'acheter. En plus, maintenant, on vit dans une époque où tout est trop stylé et qualitatif. Il faut oser. Je pense que c'est un très bon mot pour la fin. Ose. Ouais. Donc, osez. Et vous retrouvez tous ces réseaux dans la description. Ah bah putain, il y aura une sacrée bio. Non, vous retrouverez tous ces réseaux dans la description. Les principaux réseaux dans la description. C'était un plaisir de faire ce petit interview avec toi. J'ai passé un très très bon moment. On a fait un podcast dans le podcast. On a fait un podcast dans le podcast. Merci Elion. Écoutez-le, osez. Ouais. C'était Vivi. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Restez créatifs. Ciao.